Il y a quelques années, j'aurais été bien heureux de dire à madame Swann à quel sujet j'avais été si tendre pour monsieur de Norpois, puisque ce sujet était le désir de la connaître. Mais je ne le ressentais plus, je n'aimais plus Gilberte. D'autre part, je ne parvenais pas à identifier à madame Swann, je n'arrivais pas à identifier madame Swann à la dame en rose de mon enfance. Aussi, je parlais de la femme qui me préoccupait en ce moment. « Avez-vous vu tout à l'heure la duchesse de Guermantes » demandai-je à madame Swann. Mais comme la duchesse ne saluait pas madame Swann, celle-ci voulait avoir l'air de la considérer comme une personne sans intérêt et de la présence de laquelle on ne s'aperçoit même pas. « Je ne sais pas, je n'ai pas réalisé » me répondit-elle d'un air désagréable en employant un terme traduit de l'anglais. J'aurais pourtant voulu avoir des renseignements non seulement sur madame de Guermantes, mais sur tous les êtres qui l'approchaient. Et tout comme Bloch, avec le manque de tact des gens qui cherchent dans leur conversation non à plaire aux autres, mais à élucider en égoïste des points qui les intéressent, pour tâcher de me représenter exactement la vie de madame de Guermantes, j'interrogeai madame de Villeparisis sur madame Leroy. « Oui, je sais, répondit-elle avec un dédain affecté, la fille de ces gros marchands de bois. Je sais qu'elle voit du monde maintenant, mais je vous dirais que je suis bien vieille pour faire de nouvelles connaissances. J'ai connu des gens si intéressants, si aimables, que vraiment je crois que madame Leroy n'ajouterait rien à ce que j'ai. » Madame de Marsante, qui faisait la dame d'honneur de la marquise, me présenta au prince, et elle n'avait pas fini que monsieur de Norpois me présentait aussi, dans les termes les plus chaleureux. Peut-être trouvait-il commode de me faire une politesse qui n'entamait en rien son crédit, puisque je venais justement d'être présentée. Peut-être parce qu'il pensait qu'un étranger, même illustre, était moins au courant des salons français et pouvait croire qu'on lui présentait un jeune homme du grand monde. Peut-être pour exercer une de ses prérogatives, celle d'ajouter le poids de sa propre recommandation d'ambassadeur, ou par le goût d'archaïsme de faire revivre en l'honneur du prince l'usage, flatteur pour cette altesse, que deux parrains étaient nécessaires si on voulait lui être présenté. Madame de Villeparisis interpella monsieur de Norpois, éprouvant le besoin de me faire dire par lui qu'elle n'avait pas à regretter de ne pas connaître madame Leroy. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, que madame Leroy est une personne sans intérêt, très inférieure à toutes celles qui fréquentent ici, et que j'ai eu raison de ne pas l'attirer? Soit indépendant, soit fatigue, monsieur de Norpois se contenta de répondre par un salut plein de respect, mais vide de signification. « Monsieur, lui dit madame de Villeparisis en riant, il y a des gens bien ridicules. Croyez-vous que j'ai eu aujourd'hui la visite d'un monsieur qui a voulu me faire croire qu'il avait plus de plaisir à embrasser ma main que celle d'une jeune femme. » Je compris tout de suite que c'était le Grandin. Monsieur de Norpois sourit avec un léger clignement d'œil, comme s'il s'agissait d'une concupiscence si naturelle qu'on ne pouvait en vouloir à celui qui l'éprouvait, presque d'un contentement de roman qu'il était prêt à absoudre, voire à encourager avec une indulgence perverse à la Voisenon ou à la Crébillon-Fils. Bien des mains de jeunes femmes seraient incapables de faire ce que j'ai vu là, dit le prince, en montrant les aquarelles commencées de madame de Villeparisis. Et il lui demanda si elle avait vu les fleurs de Fontaine-Latour qui venaient d'être exposées. Elles sont de premier ordre, et comme on dit aujourd'hui d'un beau peintre, d'un des maîtres de la palette, déclara monsieur de Norpois. Je trouve cependant qu'elles ne peuvent pas soutenir la comparaison avec celle de madame de Villeparisis, où je reconnais mieux le coloris de la fleur. Même en supposant que la partialité de vieil amant, l'habitude de flatter, les opinions admises dans une coterie dictassent ces paroles à l'ancien ambassadeur, celle-ci prouvait pourtant sur quel néant de goût véritable repose le jugement artistique des gens du monde, si arbitraire qu'un rien peut le faire aller aux pires absurdités, sur le chemin desquelles il ne rencontre pour l'arrêter aucune impression vraiment sentie. Je n'ai aucun mérite à connaître les fleurs, j'ai toujours vécu aux champs, répondit modestement madame de Villeparisis. Mais, ajouta-t-elle gracieusement en s'adressant au prince, si j'en ai eu toute jeune des notions un peu plus sérieuses que les autres enfants de la campagne, je le dois à un homme bien distingué de votre nation, monsieur de Schlegel.
Je l'ai rencontré à Broglie où ma tante Cordélia, la maréchale de Castellane, m'avait amenée. Je me rappelle très bien que M. Lebrun, M. de Salvandy, M. Doudan me faisaient parler sur les fleurs. Alors j'étais une toute petite fille, je ne pouvais pas bien comprendre ce qu'il disait, mais il s'amusait à me faire jouer. Et revenu dans votre pays, il m'envoya un bel herbier en souvenir d'une promenade que nous avions été faire à Phaéton-Valricher, où je m'étais endormie sur ses genoux. J'ai toujours conservé cet herbier et il m'a appris à remarquer bien des particularités des fleurs qui ne m'auraient pas frappée sans cela. Quand madame de Barante a publié quelques lettres de madame de Breuil, belle et affectée comme elle l'était elle-même, j'avais espéré y trouver quelques-unes de ces conversations de monsieur de Chagall. Mais c'était une femme qui ne cherchait dans la nature que des arguments pour la religion. Robert m'appela dans le fond du salon où il était avec sa mère. « Que tu as été gentil, lui dis-je. Comment te remercier? Pouvons-nous dîner demain ensemble? » Demain si tu veux, mais alors avec Bloch. Je l'ai rencontré devant la porte, après un instant de froideur, parce que j'avais malgré moi laissé sans réponse 2 lettres de lui. Il ne m'a pas dit que c'était cela qui l'avait froissé, mais je l'ai compris. Il a été d'une tendresse telle que je ne peux pas me montrer ingrat envers un tel ami. Entre nous, de sa part au moins, je sens bien que c'est à la vie et à la mort. Je ne crois pas que Robert se trompât absolument. Le dénigrement furieux était souvent chez Bloch l'effet d'une vive sympathie qu'il avait cru qu'on ne lui rendait pas. Et comme il imaginait peu la vie des autres, ne songeait pas qu'on peut avoir été malade ou en voyage, etc. Un silence de 8 jours lui paraissait vite provenir d'une froideur voulue. Aussi, je n'ai jamais cru que ces pires violences d'amis, et plus tard d'écrivains, fussent bien profondes. Elles s'exaspéraient si l'on n'y répondait pas, si l'on ne répondait par une dignité glacée ou par une platitude qui l'encourageait à redoubler ses coups, mais cédaient souvent à une chaude sympathie. « Quant à gentil, continua Saint-Loup, tu prétends que je l'ai été pour toi, mais je n'ai pas été gentil du tout. Ma tante dit que c'est toi qui l'as fui, que tu ne lui dis pas un mot. Elle se demande si tu n'as pas quelque chose contre elle. » Heureusement pour moi, si j'avais été dupe de ces paroles, notre imminent départ pour Balbec m'eût empêché d'essayer de retrouver madame de Guermantes, de lui assurer que je n'avais rien contre elle et de la mettre ainsi dans la nécessité de me prouver que c'était elle qui avait quelque chose contre moi. Mais je n'eus qu'à me rappeler qu'elle ne m'avait même pas offert d'aller voir les Elstir. D'ailleurs, ce n'était pas une déception. Je ne m'étais nullement attendue à ce qu'elle m'en parlât. Je savais que je ne lui plaisais pas, que je n'avais pas à espérer de me faire aimer d'elle. Le plus que je pus souhaiter, c'est que, grâce à sa bonté, j'eusse d'elle, puisque je ne devais pas la revoir avant de quitter Paris, une impression entièrement douce, que j'emporterais à Balbec indéfiniment prolongée, intacte, au lieu d'un souvenir mêlé d'anxiété et de tristesse. À tout moment, madame de Marsantes s'interrompait de causer avec Robert pour me dire combien il lui avait souvent parlé de moi, combien il m'aimait. Elle était avec moi d'un empressement qui me faisait presque de la peine, parce que je le sentais dicté par la crainte qu'elle avait de faire fâcher ce fils qu'elle n'avait pas encore vu aujourd'hui, avec qui elle était impatiente de se trouver seule, et sur lequel elle croyait donc que l'empire qu'elle exerçait n'égalait pas et devait ménager le mien. M'ayant entendu auparavant demander à Bloch des nouvelles de M. Nissim Bernard, son oncle, madame de Marsantes s'informa si c'était celui qui avait habité Nice. « Dans ce cas, il y a connu M. de Marsantes avant qu'il m'épousât, » avait répondu madame de Marsantes. « Mon mari m'en a souvent parlé comme d'un homme excellent, d'un cœur délicat et généreux. » Dire que pour une fois il n'avait pas menti, c'est incroyable, eût pensé Bloch. Tout le temps, j'aurais voulu dire à madame de Marsantes que Robert avait pour elle infiniment plus d'affection que pour moi, et que m'eût-elle témoigné de l'hostilité, je n'étais pas d'une nature à chercher à le prévenir contre elle, à le détacher d'elle. Mais depuis que madame de Guermantes était partie, j'étais plus libre d'observer Robert, et je m'aperçus seulement alors que, de nouveau, une sorte de colère semblait s'être élevée en lui, affleurant à son visage durci et sombre. Je craignais qu'au souvenir de la scène de l'après-midi, il ne fût humilié vis-à-vis de moi de s'être laissé traiter si durement par sa maîtresse, sans riposter.
Brusquement, il s'arracha d'auprès de sa mère, qui lui avait passé un bras autour du cou, et venant à moi, m'entraîna derrière le petit comptoir fleuri de madame de Villeparisis, où celle-ci s'était rassise, puis me fit signe de le suivre dans le petit salon. Je me dirigeais avec assez vivement quand M. de Charlus, qui avait pu croire que j'allais vers la sortie, quitta brusquement M. de Pfaffenheim, avec qui il causait, fit un tour rapide qui l'amena en face de moi. Je vis avec inquiétude qu'il avait pris le chapeau au fond duquel il y avait un G et une couronne ducale. Dans l'embrasure de la porte du petit salon, il me dit sans me regarder: « Puisque je vois que vous allez dans le monde maintenant, faites-moi donc le plaisir de venir me voir. Mais c'est assez compliqué, ajouta-t-il d'un air d'inattention et de calcul, et comme s'il s'était agi d'un plaisir qu'il avait peur de ne plus retrouver une fois qu'il aurait laissé échapper l'occasion de combiner avec moi les moyens de le réaliser. Je suis peu chez moi, il faudrait que vous m'écriviez. Mais j'aimerais mieux vous expliquer cela plus tranquillement. Je vais partir dans un moment. Voulez-vous faire 2 pas avec moi? Je ne vous retiendrai qu'un instant. » « Ferez bien de faire attention, monsieur, lui dis-je. Vous avez pris par erreur le chapeau d'un des visiteurs. Vous voulez m'empêcher de prendre mon chapeau? Je supposais, l'aventure m'étant arrivée à moi-même peu auparavant, que quelqu'un lui ayant enlevé son chapeau, il en avait avisé un au hasard pour ne pas rentrer nu de tête, et que je le mettais dans l'embarras en dévoilant sa ruse. Je lui dis qu'il fallait d'abord que je dise quelques mots à Saint-Loup. Il était en train de parler avec cet idiot de duc de Guermantes, ajoutai-je. « C'est charmant ce que vous dites là. Je le dirai à mon frère. »« Ah, vous croyez que cela peut intéresser monsieur de Charlus ?» Je me figurais que s'il avait un frère, ce frère devait s'appeler Charlus aussi. Saint-Loup m'avait bien donné quelques explications là-dessus à Balbec, mais je les avais oubliées. « Qu'est-ce qui vous parle de monsieur de Charlus ?» me dit le baron d'un air insolent. « Allez auprès de Robert. Je sais que vous avez participé ce matin à un de ces déjeuners d'orgie qu'il a avec une femme qui le déshonore. Vous devriez bien user de votre influence sur lui pour lui faire comprendre le chagrin qu'il cause à sa pauvre mère et à nous tous, entraînant notre nom dans la boue. » J'aurais voulu répondre qu'au déjeuner avilissant, on n'avait parlé que d'Emerson, d'Ibsen et de Tolstoï, et que la jeune femme avait prêché Robert pour qu'il ne bût que de l'eau, afin de tâcher d'apporter quelque baume à Robert, de qui je croyais la fierté blessée. Je cherchais à excuser sa maîtresse. Je ne savais pas qu'en ce moment, malgré sa colère contre elle, c'était en lui-même qu'il adressait des reproches. Même dans les querelles entre un bon et une méchante, et quand le droit est tout entier d'un côté, il arrive toujours qu'il y a une vétille qui peut donner à la méchante l'apparence de n'avoir pas tort sur un point. Et comme tous les autres points, elle les néglige, pour peu que le bon ait besoin d'elle, soit démoralisé par la séparation, son affaiblissement le rendra scrupuleux. Il se rappellera les reproches absurdes qui lui ont été faits et se demandera s'ils n'ont pas quelque fondement. Je crois que j'ai eu tort dans cette affaire du collier, me dit Robert. Bien sûr, je ne l'avais pas fait dans une mauvaise intention, mais je sais bien que les autres ne se mettent pas au même point de vue que nous-mêmes. Elle a eu une enfance très dure. Pour elle, je suis tout de même le riche qui croit qu'on arrive à tout par son argent et contre lequel le pauvre ne peut pas lutter, qu'il s'agisse d'influencer Boucheron ou de gagner un procès devant un tribunal. Sans doute elle a été bien cruelle, moi qui n'ai jamais cherché que son bien, mais je me rends bien compte. Elle croit que j'ai voulu lui faire sentir qu'on pouvait la tenir par l'argent, et ce n'est pas vrai. Elle qui m'aime tant, que doit-elle se dire? Pauvre chérie, si tu savais, elle a de telles délicatesses, je ne peux pas te dire. Elle a souvent fait pour moi mais des choses adorables. Ce qu'elle doit être malheureuse en ce moment. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne veux pas qu'elle me prenne pour un mufle. Je cours chez Boucheron chercher le collier. Qui sait, peut-être en voyant que j'agis ainsi, reconnaîtra-t-elle ses torts. Vois-tu, c'est l'idée qu'elle souffre en ce moment que je ne peux pas supporter. Ce qu'on souffre soi, on le sait, ce n'est rien. Mais elle, se dire qu'elle souffre et ne pas pouvoir se le représenter, je crois que je deviendrais fou.
J'aimerais mieux ne la revoir jamais que de la laisser souffrir. Qu'elle soit heureuse sans moi s'il le faut, c'est tout ce que je demande, écoute. Tu sais, pour moi tout ce qui la touche, c'est immense. Cela prend quelque chose de cosmique. Je cours chez le bijoutier et après cela lui demander pardon. Jusqu'à ce que je sois là-bas, qu'est-ce qu'elle va pouvoir penser de moi? Si elle savait seulement que je vais venir. À tout hasard, tu pourrais venir chez elle, qui sait, tout s'arrangera peut-être, dit-il avec un sourire, comme n'osant croire à un tel rêve. Nous irons dîner tous les trois à la campagne. Mais on ne peut pas savoir encore. Je sais si mal la prendre, pauvre petite. Je vais peut-être encore la blesser. Et puis, sa décision est peut-être irrévocable. Robert m'entraîna brusquement vers sa mère. « Adieu, lui dit-il. Je suis forcé de partir, je ne sais pas quand je reviendrai en permission, sans doute pas avant un mois. Je vous l'écrirai dès que je le saurai. » Certes, Robert n'était nullement de ces fils qui, quand ils sont dans le monde avec leur mère, croient qu'une attitude exaspérée à son égard doit faire contrepoids au sourire et au salut qu'ils adressent aux étrangers. Rien n'est plus répandu que cette odieuse vengeance de ceux qui semblent croire que la grossièreté envers les siens complète tout naturellement la tenue de cérémonie. Quoique la pauvre mère dise son fils, comme s'il avait été emmené malgré lui et voulait faire payer cher sa présence, contrebat immédiatement d'une contradiction ironique, précise, cruelle, l'assertion timidement risquée. La mère se range aussitôt, sans le désarmer pour cela, à l'opinion de cet être supérieur qu'elle continuera à vanter à chacun en son absence comme une nature délicieuse et qui ne lui épargne pourtant aucun de ses traits les plus acérés. Saint-Loup était tout autre, mais l'angoisse que provoquait l'absence de Rachel faisait que, pour des raisons différentes, il n'était pas moins dur avec sa mère que ne le sont ces fils-là avec la leur. Et aux paroles qu'il prononça, je vis le même battement, pareil à celui d'une aile, que madame de Marsan n'avait pu réprimer à l'arrivée de son fils, la dresser encore tout entière, mais maintenant c'était un visage anxieux, des yeux désolés, qu'elle attachait sur lui. « Comment, Robert, tu t'en vas? C'est sérieux? Mon petit enfant, le seul jour où je pouvais t'avoir. » Et presque bas, sur le ton le plus naturel, d'une voix douce, elle s'efforçait de bannir toute tristesse pour ne pas inspirer à son fils une pitié qui eût peut-être été cruelle pour lui, ou inutile et bonne seulement à l'irriter. Comme un argument de simple bon sens, elle ajouta « Tu sais, ce n'est pas gentil ce que tu fais là. » Mais à cette simplicité, elle ajoutait tant de timidité pour lui montrer qu'elle n'entreprenait pas sur sa liberté, tant de tendresse pour qu'il ne lui reprochât pas d'entraver ses plaisirs, que Saint-Loup ne put pas ne pas apercevoir en lui-même comme la possibilité d'un attendrissement, c'est-à-dire un obstacle à passer la soirée avec son ami. Aussi se mit-il en colère. « C'est regrettable, mais gentil ou pas, c'est ainsi. » Et il fit à sa mère les reproches que sans doute il se sentait peut-être mériter. C'est ainsi que les égoïstes ont toujours le dernier mot. Ayant posé d'abord que leur résolution est inébranlable, plus le sentiment auquel on fait appel en eux pour qu'ils y renoncent est touchant, plus ils trouvent condamnable non pas eux qui y résistent, mais ceux qui les mettent dans la nécessité d'y résister, de sorte que leur propre dureté pourra aller jusqu'à la plus extrême cruauté, sans que cela fasse à leurs yeux qu'aggraver d'autant la culpabilité de l'être assez indélicat pour souffrir, pour avoir raison, et pour leur causer ainsi lâchement la douleur d'agir contre leur propre pitié. D'ailleurs, d'elle-même, madame de Marsan cessa d'insister, car elle sentait qu'elle ne le retiendrait plus. Bon, « Je te laisse, me dit-il, mais maman, ne le gardez pas longtemps parce qu'il faut qu'il aille faire une visite tout à l'heure. » Je sentais bien que ma présence ne pouvait faire aucun plaisir à madame de Marsan. Mais j'aimais mieux, en ne partant pas avec Robert, qu'elle ne crût pas que j'étais mêlée à ses plaisirs qui la privaient de lui. J'aurais voulu trouver quelque excuse à la conduite de son fils, mais moins par affection pour lui que par pitié pour elle. Mais ce fut elle qui parla la première. « Pauvre petit, me dit-elle,
Je suis sûre que je lui ai fait de la peine. Voyez-vous, monsieur, les mères sont très égoïstes. Il n'a pourtant pas tant de plaisir, lui qui vient si peu à Paris. Ah mon Dieu, s'il n'était pas encore parti, j'aurais voulu le rattraper. Non pas pour le retenir, certes, mais pour lui dire que je ne lui en veux pas et que je trouve qu'il a eu raison. Cela ne vous ennuie pas que je regarde sur l'escalier? Robert! Robert! Cria-t-elle. Ah non, il est parti. Il est trop tard. Maintenant, je me serais aussi volontiers chargée d'une mission pour faire rompre Robert et sa maîtresse qu'il y a quelques heures pour qu'il partît vivre tout à fait avec elle. Dans un cas, Saint-Loup m'eût jugé un ami traître, dans l'autre cas, sa famille m'eût appelé son mauvais génie. J'étais pourtant le même homme, à quelques heures de distance. Nous rentrâmes dans le salon. En ne voyant pas rentrer Saint-Loup, madame de Villeparisis échangea avec monsieur de Norpois ce regard dubitatif, moqueur et sans grande pitié qu'on a en montrant une épouse trop jalouse ou une mère trop tendre, lesquels donnent aux autres la comédie et qui signifient « Tiens, il a dû y avoir de l'orage ». Robert alla chez sa maîtresse, en lui apportant le splendide bijou que, d'après leur convention, il n'aurait pas dû lui donner. Mais d'ailleurs, cela revint au même, car elle n'en voulut pas, et même dans la suite, il ne réussit jamais à le lui faire accepter. Certains amis de Robert pensaient que ces preuves de désintéressement qu'elle donnait étaient un calcul pour se l'attacher. Pourtant, elle ne tenait pas à l'argent, sauf peut-être pour pouvoir le dépenser sans compter. Je lui ai vu faire à tort et à travers, à des gens qu'elle croyait pauvres, des charités insensées. En ce moment, disait à Robert, ses amis, pour faire contrepoids par leurs mauvaises paroles à un acte de désintéressement de Rachel, en ce moment, elle doit être au promenoir des Folies Bergères. Cette Rachel, c'est une énigme, un véritable sphinx. Au reste, combien de femmes intéressées, puisqu'elles sont entretenues, ne voit-on pas, par une délicatesse qui fleurit au milieu de cette existence, poser elles-mêmes 1000 petites bornes à la générosité de leur amant? Robert ignorait presque toutes les infidélités de sa maîtresse et faisait travailler son esprit sur ce qui n'était que des riens insignifiants auprès de la vraie vie de Rachel, vie qui ne commençait chaque jour que lorsqu'il venait de la quitter. Il ignorait presque toutes ces infidélités. On aurait pu les lui apprendre sans ébranler sa confiance en Rachel. Car c'est une charmante loi de la nature qui se manifeste au sein des sociétés les plus complexes qu'on vive dans l'ignorance parfaite de ce qu'on aime. D'un côté du miroir, l'amoureux se dit « c'est un ange, jamais elle ne se donnera à moi, je n'ai plus qu'à mourir. » Et pourtant, elle m'aime tant que peut-être... Mais non, ce ne serait pas possible. Et dans l'exaltation de son désir, dans l'angoisse de son attente, que de bijoux il met aux pieds de cette femme, comme il court emprunter de l'argent pour lui éviter un souci. Cependant, de l'autre côté de la cloison, à travers laquelle ces conversations ne passeront pas plus que celles qu'échangent les promeneurs devant un aquarium, le public dit « Vous ne la connaissez pas, je vous en félicite. Elle a volé, ruiné je ne sais pas combien de gens. Il n'y a pas pis que ça comme fille, c'est une pure escroqueuse. Et roublarde !» Peut-être le public n'a-t-il pas absolument tort en ce qui concerne cette dernière épithète. Car même l'homme sceptique, qui n'est pas vraiment amoureux de cette femme et à qui elle plaît seulement, dit à ses amis « Mais non, mon cher, ce n'est pas du tout une cocotte. Je ne dis pas que dans la vie, elle n'ait pas eu 2 ou 3 caprices, mais ce n'est pas une femme qu'on paye, ou alors ce serait trop cher. Avec elle, c'est 50 000 francs ou rien du tout. Or, lui a dépensé 50 000 francs pour elle. Il l'a eu une fois, mais elle, trouvant d'ailleurs pour cela un complice chez lui-même, dans la personne de son amour-propre, elle a su lui persuader qu'il était de ceux qui l'avaient eu pour rien. Telle est la société où chaque être est double, et où le plus percé à jour, le plus mal famé, ne sera jamais connu par un certain autre qu'au fond, et sous la protection d'une coquille, d'un doux cocon, d'une délicieuse curiosité naturelle. Il y avait à Paris 2 honnêtes gens que Saint-Loup ne saluait plus, et dont il ne parlait pas sans que sa voix tremblât, les appelant exploiteurs de femmes.
c'est qu'ils avaient été ruinés par Rachel. Je ne me reproche qu'une chose, me dit tout bas madame de Marsantes, c'est de lui avoir dit qu'il n'était pas gentil. Lui, ce fils adorable, unique, comme il n'y en a pas d'autre. Lui avoir dit qu'il n'était pas gentil, mais j'aimerais mieux avoir reçu un coup de bâton, parce que je suis certaine que quelque plaisir qu'il ait ce soir, lui qui n'en a pas tant, il lui sera gâté par cette parole injuste. Mais monsieur, je ne vous retiens pas puisque vous êtes pressé. Madame de Marsantes me dit au revoir avec anxiété. Ses sentiments se rapportaient à Robert, elle était sincère. Mais elle cessa de l'être pour redevenir grande dame. J'ai été intéressée, si heureuse de causer un peu avec vous. Merci. Merci. Et d'un air humble, elle attachait sur moi des regards reconnaissants, enivrés, comme si ma conversation était un des plus grands plaisirs qu'elle eût connus dans la vie. Ces regards charmants allaient fort bien avec les fleurs noires sur la robe blanche à ramages. Ils étaient une grande dame qui sait son métier. Mais je ne suis pas pressée, madame. D'ailleurs, j'attends monsieur de Charlus avec qui je dois m'en aller. Madame de Villeparisis entendit ces derniers mots. Elle en parut contrariée. S'il ne s'était agi d'une chose qui ne pouvait intéresser un sentiment de cette nature, il m'eût paru que ce qui me semblait en alarme à ce moment-là, chez madame de Villeparisis, c'était la pudeur. Mais cette hypothèse ne se présenta même pas à mon esprit. J'étais content de madame de Guermantes, de Saint-Loup, de madame de Marsantes, de monsieur de Charlus, de madame de Villeparisis. Je ne réfléchissais pas, et je parlais gaiement à tort et à travers. « Vous devez partir avec mon neveu Palamède, me dit-elle. » Pensant que cela pouvait produire une impression très favorable sur madame de Villeparisis, que je fusse lié avec un neveu qu'elle prisait si fort. « Il m'a demandé de revenir avec lui, répondis-je avec joie. J'en suis enchantée. Du reste, nous sommes plus amis que vous ne croyez, madame, et je suis décidée à tout pour que nous le soyons davantage. » De contrarié, madame de Villeparisis sembla devenue soucieuse. « Ne l'attendez pas, me dit-il. Il cause avec monsieur de Pfaffenheim. Il ne pense déjà plus à ce qu'il vous a dit. Tenez, tenez. Partez, profitez vite pendant qu'il a le dos tourné. » Ce premier émoi de madame de Villeparisis ressemblait, n'eussent été les circonstances, à celui de la pudeur. Son insistance, son opposition auraient pu, si l'on avait consulté que son visage, paraître dictées par la vertu. Je n'étais pour ma part guère pressée d'aller retrouver Robert et sa maîtresse. Mais madame de Villeparisis semblait tenir tant à ce que je partisse que, pensant peut-être qu'elle avait à causer d'affaires importantes avec son neveu, je lui dis au revoir. À côté d'elle, monsieur de Guermantes, superbe et olympien, était lourdement assis. On aurait dit que la notion omniprésente en tous ses membres de ses grandes richesses lui donnait une densité particulièrement élevée, comme si elle avait été fondue au creuset en un seul lingot humain pour faire cet homme qui valait si cher. Au moment où je lui dis au revoir, il se leva poliment de son siège, et je sentis la masse inerte de 30 millions que la vieille éducation française faisait mouvoir, soulevait, et qui se tenait debout devant moi. Il me semblait voir cette statue de Jupiter olympien que Phidias, dit-on, avait fondue tout en or. Telle était la puissance que la bonne éducation avait sur monsieur de Guermantes, sur le corps de monsieur de Guermantes, du moins, car elle ne régnait pas aussi en maîtresse sur l'esprit du duc. Monsieur de Guermantes riait de ses bons mots, mais ne se déridait pas à ceux des autres. Dans l'escalier, j'entendis derrière moi une voix qui m'interpellait. « Voilà comment vous m'attendez, monsieur !» C'était monsieur de Charlus. « Cela vous est égal de faire quelques pas à pied, me dit-il sèchement, quand nous fûmes dans la cour. Nous marcherons jusqu'à ce que j'aie trouvé un fiacre qui me convienne.
Vous vouliez me parler de quelque chose, monsieur? Ah! Voilà, en effet. J'avais certaines choses à vous dire, mais je ne sais trop si je vous les dirais. Certes, je crois qu'elles pourraient être pour vous le point de départ davantage inappréciable, mais j'entrevois aussi qu'elles amèneraient dans mon existence, à mon âge où on commence à tenir à la tranquillité, bien des pertes de temps, bien des dérangements. Je me demande si vous valez la peine que je me donne pour vous tout ce tracas, et je n'ai pas le plaisir de vous connaître assez pour en décider. Peut-être aussi n'avez-vous pas de ce que je pourrais faire pour vous un assez grand désir, pour que je me donne tant d'ennuis, car je vous le répète très franchement, monsieur, pour moi, ce ne serait peut-être que de l'ennui. Je protestai qu'alors, il n'y fallait pas songer. Cette rupture des pourparlers ne parut pas être de son goût. Cette politesse ne signifie rien, me dit-il d'un ton dur. Il n'y a rien de plus agréable que de se donner l'ennui pour une personne qui en vaille la peine. Pour les meilleurs d'entre nous, l'étude des arts, le goût de la brocante, les collections, les jardins ne sont que des ersatz, des succédanés, des alibis. Dans le fond de notre tonneau, comme Diogène, nous demandons un homme. Nous cultivons les bégonias, nous taillons les ifs par pis-aller, parce que les ifs et les bégonias se laissent faire. Mais nous aimerions donner notre temps à un arbuste humain, si nous étions sûrs qu'il en valût la peine. Toute la question est là. Vous devez vous connaître un peu. Valez-vous la peine ou non? Je ne voudrais, monsieur, pour rien au monde, être pour vous une cause de souci, lui dis-je. Mais quant à mon plaisir, croyez bien que tout ce qui me viendra de vous m'en causera un très grand. Je suis profondément touchée que vous veuillez bien faire ainsi attention à moi et chercher à m'être utile. À mon grand étonnement, ce fut presque avec effusion qu'il me remercia de ses paroles. Passant son bras sous le mien avec cette familiarité intermittente qui m'avait déjà frappé à Balbec et qui contrastait avec la dureté de son accent. « Avec l'inconsidération de votre âge, me dit-il, vous pourriez parfois avoir des paroles capables de creuser un abîme infranchissable entre nous. Celles que vous venez de prononcer, au contraire, sont du genre qui est justement capable de me toucher et de me faire faire beaucoup pour vous. » Tout en marchant bras dessus, bras dessous avec moi, et en me disant ces paroles qui, bien que mêlées de dédain, étaient si affectueuses, Monsieur de Charlus tantôt fixait ses regards sur moi avec cette fixité intense, cette dureté perçante qui m'avait frappé le premier matin où je l'avais aperçu devant le casino à Balbec, et bien des années avant, près de l'épinier rose, à côté de Madame Swann, que je croyais alors sa maîtresse, dans le parc de Tansonville. Tantôt il les faisait errer autour de lui et examiner les fiacres qui passaient assez nombreux à cette heure de relais, avec tant d'insistance que plusieurs s'arrêtèrent, le cocher ayant cru qu'on voulait le prendre. Mais M. de Charlus les congédiait aussitôt. « Aucun ne fait mon affaire, me dit-il. Tout cela est une question de lanterne, du quartier où il rentre. Je voudrais, monsieur, me dit-il, que vous ne puissiez pas vous méprendre sur le caractère purement désintéressé et charitable de la proposition que je vais vous adresser. » J'étais frappée combien sa diction ressemblait à celle de Swann, encore plus qu'à Balbec. Vous êtes assez intelligent, je suppose, pour ne pas croire que c'est par manque de relation, par crainte de la solitude et de l'ennui que je m'adresse à vous. Je n'aime pas beaucoup à parler de moi, monsieur. Mais enfin, vous l'avez peut-être appris, un article assez retentissant du Times y fait allusion. L'empereur d'Autriche, qui m'a toujours honoré de sa bienveillance et veut bien entretenir avec moi des relations de cousinage, a déclaré naguère dans un entretien rendu public que si monsieur le comte de Chambord avait eu auprès de lui un homme possédant aussi à fond que moi les dessous de la politique européenne, il serait aujourd'hui roi de France. J'ai souvent pensé, monsieur, qu'il y avait en moi, du fait non de mes faiblesses, de mes faibles dons, mais de circonstances que vous apprendrez peut-être un jour, un trésor d'expérience, une sorte de dossier secret et inestimable, que je n'ai pas cru devoir utiliser personnellement, mais qui serait sans prix pour un jeune homme à qui je livrerais en quelques mois ce que
j'ai mis plus de 30 ans à acquérir et que je suis peut-être seule à posséder. Je ne parle pas des jouissances intellectuelles que vous auriez à apprendre, certains secrets qu'un Michelet de nos jours donnerait des années de sa vie pour connaître, et grâce auxquels certains événements prendraient à ses yeux un aspect entièrement différent. Et je ne parle pas seulement des événements accomplis, mais de l'enchaînement des circonstances. C'était une des expressions favorites de M. de Charlus, et souvent, quand il la prononçait, il conjoignait ses deux mains comme quand on veut prier, mais les doigts raides, et comme pour faire comprendre par ce complexus ces circonstances qui ne spécifiaient pas et leur enchaînement. Je vous donnerai une explication inconnue, non seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Monsieur de Charlus s'interromput pour me poser des questions sur Bloch, dont on avait parlé sans qu'il eût l'air d'entendre chez Madame de Villeparisis. Et de cet accent dont il savait si bien détacher ce qu'il disait, qu'il avait l'air de penser à toute autre chose et de parler machinalement, par simple politesse, il me demanda si mon camarade était jeune, était beau, etc. Bloch, s'il l'eût entendu, eût été plus en peine encore que pour M. de Norpois, mais à cause de raisons bien différentes, de savoir si M. de Charlus était pour ou contre Dreyfus. « Vous n'avez pas tort, si vous voulez vous instruire, me dit M. de Charlus, après m'avoir posé ces questions sur Bloch, d'avoir parmi vos amis quelques étrangers. » Je répondis que Bloch était français. « Ah !» dit M. de Charlus, « j'avais cru qu'il était juif. » La déclaration de cette incompatibilité me fit croire que M. de Charlus était plus anti-dreyfusard qu'aucune des personnes que j'avais rencontrées. Il protesta au contraire contre l'accusation de trahison portée contre Dreyfus. Mais ce fut sous cette forme. « Je crois que les journaux disent que Dreyfus a commis un crime contre sa patrie. Je crois qu'on le dit. Je ne fais pas attention aux journaux, je les lis comme je me lave les mains, sans trouver que cela vaille la peine de m'intéresser. En tout cas, le crime est inexistant. Le compatriote de votre ami aurait commis un crime contre sa patrie s'il avait trahi la Judée. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la France ?» J'objectais que s'il y avait jamais une guerre, les Juifs seraient aussi bien mobilisés que les autres. Peut-être. Et il n'est pas certain que ce ne soit pas une imprudence. Mais si on fait venir des Sénégalais et des Malgaches, je ne pense pas qu'ils mettront grand cœur à défendre la France, et c'est bien naturel. Votre Dreyfus pourrait plutôt être condamné pour infraction aux règles de l'hospitalité. Mais laissons cela. Peut-être pourriez-vous demander à votre ami de me faire assister à quelques belles fêtes au temple, à une circoncision, à des chants juifs. Il pourrait peut-être louer une salle et me donner quelques divertissements bibliques, comme les filles de Saint-Cyr jouèrent des scènes tirées des psaumes par Racine pour distraire Louis XIV. Vous pourriez peut-être arranger même des parties pour faire rire. Par exemple, une lutte contre votre ami et son père, où il le blesserait comme David Goliath. Cela composerait une farce assez plaisante. Il pourrait même, pendant qu'il y est, frapper à coups redoublés sur sa charogne, ou comme dit ma vieille bonne, sur sa carogne de mer. Voilà qui serait fort bien fait. Il ne serait pas pour nous déplaire, hein, petit ami, puisque nous aimons les spectacles exotiques et que frapper cette créature extra-européenne, ce serait donner une correction méritée à un vieux chameau. Monsieur, en disant ces mots affreux et presque fous, M. de Charlus me serrait le bras à me faire mal. Je me souvenais de la famille de M. de Charlus, citant tant de traits de bonté admirables de la part du baron à l'égard de cette vieille bonne dont il venait de rappeler le patois molièresque, et je me disais que les rapports peu étudiés jusqu'ici, me semblait-il, entre la bonté et la méchanceté dans un même cœur, pour diverses qu'ils puissent être, seraient intéressants à établir.
je l'avertis qu'en tout cas, Madame Bloch n'existait plus. Et que quant à Monsieur Bloch, je me demandais jusqu'à quel point il se plairait à un jeu qui pourrait parfaitement lui crever les yeux. Monsieur de Charlus sembla fâché. Voilà, dit-il, une femme qui a eu grand tort de mourir. Quant aux yeux crevés, justement, la synagogue est aveugle. Elle ne voit pas les vérités de l'Évangile. En tout cas, pensez, en ce moment où tous ces malheureux juifs tremblent devant la fureur stupide des chrétiens, quel honneur pour eux de voir un homme comme moi condescendre à s'amuser de leur jeu. À ce moment, j'aperçus M. Bloch, père, qui passait, allant sans doute au-devant de son fils. Il ne nous voyait pas, mais j'offris à M. de Charlus de le lui présenter. Je ne me doutais pas de la colère que j'allais déchaîner chez mon compagnon. Me le présenter! Mais il faut que vous ayez bien peu le sentiment des valeurs. On ne me connaît pas si facilement que ça. Dans le cas actuel, l'inconvenance serait double à cause de la juvénilité du présentateur et de l'indignité du présenté. Tout au plus, si on me donne un jour le spectacle asiatique que j'esquissais, pourrais-je adresser à cet affreux bonhomme quelques paroles empreintes de bonhomie. Mais à condition qu'il se soit laissé copieusement rosser par son fils. Je pourrais aller jusqu'à exprimer ma satisfaction. D'ailleurs, M. Bloch ne faisait nullement attention à nous. Il était en train d'adresser à Mme Sazera de grands saluts fort bien accueillis d'elle. J'en ai surpris, car jadis à Combray, elle avait été indignée que mes parents eussent reçu le jeune Bloch, tant elle était antisémite. Mais le dreyfusisme, comme une chasse d'air, avait fait, il y a quelques jours, voler jusqu'à elle M. Bloch. Le père de mon ami avait trouvé Madame Sazera charmante et était particulièrement flatté de l'antisémitisme de cette dame, qu'il trouvait une preuve de la sincérité de sa foi et de la vérité de ses opinions dreyfusardes, et qui donnait aussi du prix à la visite qu'elle l'avait autorisé à lui faire. Il n'avait même pas été blessé qu'elle l'eût dit étourdiment devant lui: Monsieur Drummond a la prétention de mettre les révisionnistes dans le même sac que les protestants et les juifs. C'est charmant, cette promiscuité. Bernard, avait-il dit avec orgueil en rentrant à M. Nissim Bernard. Tu sais, elle a le préjugé. Mais M. Nissim Bernard n'avait rien répondu et avait levé au ciel un regard d'ange, s'attrissant du malheur des juifs, se souvenant de ses amitiés chrétiennes, devenant maniéré et précieux au fur et à mesure que les années venaient, pour des raisons que l'on verra plus tard. Il avait maintenant l'air d'une larve pré-raphaélite, où des poils se seraient mal proprement implantés, comme des cheveux noyés dans une opale. Toute cette affaire Dreyfus, reprit le baron qui tenait toujours mon bras, n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle détruit la société. Je ne dis pas la société, je ne dis pas la bonne société. Il y a longtemps que la société ne mérite plus cette épithète louangeuse. Par l'afflux de messieurs et de dames du chameau, de la chamalerie, de la chamalière, enfin de gens inconnus que je trouve même chez mes cousines parce qu'ils font partie de la Ligue de la patrie française, anti-juifs, je ne sais quoi, comme si une opinion politique donnait droit à une qualification sociale. Cette frivolité de M. de Charlus l'apparentait davantage à la duchesse de Guermantes. Je lui soulignais le rapprochement. Comme il semblait croire que je ne la connaissais pas, je lui rappelais la soirée de l'opéra où il avait semblé vouloir se cacher de moi. M. de Charlus me dit avec tant de force ne m'avoir nullement vu que j'aurais fini par le croire, si bientôt un petit incident ne m'avait pas donné à penser que, trop orgueilleux peut-être, il n'aimait pas à être vu avec moi. « Revenons à vous, » me dit M. de Charlus, et à mes projets sur vous. Il existe entre certains hommes, monsieur, une franc-maçonnerie dont je ne puis vous parler, mais qui compte dans ses rangs, en ce moment, 4 souverains de l'Europe. Or, l'entourage de l'un d'eux veut le guérir de sa chimère. Cela est une chose très grave, et peut nous amener la guerre. Oui, monsieur, parfaitement. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui croyait tenir dans une bouteille la princesse de la Chine. C'était une folie. On l'en guérit. Mais dès qu'il ne fut plus fou, il devint bête.
Il y a des maux dont il ne faut pas chercher à guérir parce qu'ils nous protègent seuls contre de plus graves. Un de mes cousins avait une maladie de l'estomac, il ne pouvait rien digérer. Les plus savants spécialistes de l'estomac le soignèrent, sans résultat. Je l'amenai à un certain médecin, encore un être bien curieux, entre parenthèses, et sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Celui-ci devina aussitôt que la maladie était nerveuse. Il lui persuada son malade, lui ordonna de manger sans crainte ce qu'il voudrait, et il serait toujours bien toléré. Mais mon cousin avait aussi la néphrite. Ce que l'estomac digère parfaitement, le rein finit par ne plus pouvoir l'éliminer. Et mon cousin, au lieu de vivre vieux, avec une maladie d'estomac imaginaire qui le forçait à suivre un régime, mourut à 40 ans, l'estomac guéri, mais le rein perdu. Ayant une formidable avance sur votre propre vie, qui sait, vous saurez peut-être ce qu'eût pu être un homme éminent du passé si un génie bienfaisant lui avait dévoilé, au milieu d'une humanité qui les ignorait, les lois de la vapeur et de l'électricité. Ne soyez pas bête, ne refusez pas par discrétion. Comprenez que si je vous rends un grand service, je n'estime pas que vous m'en rendiez un moins grand. Il y a longtemps que les gens du monde ont cessé de m'intéresser. Je n'ai plus qu'une passion, chercher à racheter les fautes de ma vie en faisant profiter de ce que je sais une âme encore vierge et capable d'être enflammée par la vertu. J'ai eu de grands chagrins, monsieur, et que je vous dirai peut-être un jour. J'ai perdu ma femme, qui était l'être le plus beau, le plus noble, le plus parfait qu'on pût rêver. J'ai de jeunes parents qui ne sont pas, je ne dirais pas dignes, mais capables de recevoir l'héritage moral dont je vous parle. Qui sait si vous n'êtes pas celui entre les mains de qui il peut aller, celui dont je pourrais diriger et élever si haut la vie? La mienne y gagnerait par surcroît. Peut-être en vous apprenant les grandes affaires diplomatiques, y reprendrai-je goût de moi-même et me mettrai-je enfin à faire des choses intéressantes, où vous seriez de moitié. Mais avant de le savoir, il faudrait que je vous visse souvent, très souvent, chaque jour. Je voulais profiter de ces bonnes dispositions inespérées de M. de Charlus pour lui demander s'il ne pourrait pas me faire rencontrer sa belle-sœur. Mais à ce moment, j'eus le bras vivement déplacé par une secousse comme électrique. C'était M. de Charlus qui venait de retirer précipitamment son bras de dessous le mien. Bien que tout en parlant, il promenât ses regards dans toutes les directions, il venait seulement d'apercevoir M. d'Argencourt qui débouchait d'une rue transversale. En nous voyant, M. d'Argencourt parut contrarié, jeta sur moi un regard de méfiance, presque ce regard destiné à un être d'une autre race que Madame de Guermantes avait eu pour bloc, et tâcha de nous éviter. Mais on eût dit que M. de Charlus tenait à lui montrer qu'il ne cherchait nullement à ne pas être vu de lui, car il l'appela et pour lui dire une chose fort insignifiante. Et craignant peut-être que M. d'Argencourt ne me reconnût pas, M. de Charlus lui dit que j'étais un grand ami de Madame de Villeparisis, de la duchesse de Guermantes, de Robert de Saint-Loup, que lui-même, Charlus, était un vieil ami de ma grand-mère, heureux de reporter sur le petit-fils un peu de la sympathie qu'il avait pour elle. Néanmoins, je remarquai que M. d'Argencourt, à qui pourtant j'avais été à peine nommé chez Madame de Villeparisis, et à qui M. de Charlus venait de parler longuement de ma famille, fut plus froid avec moi qu'il n'avait été il y a une heure. Pendant fort longtemps, il en fut ainsi chaque fois qu'il me rencontrait. Il m'observait avec une curiosité qui n'avait rien de sympathique, et sembla même avoir à vaincre une résistance, quand en nous quittant, après une hésitation, il me tendit une main qu'il retira aussitôt. « Je regrette cette rencontre, me dit M. de Charlus, cet Argencourt, bien né, mais mal élevé, diplomate, plus que médiocre, mari détestable et coureur, fourbe comme dans les pièces, est un de ces hommes incapables de comprendre, mais très capables de détruire les choses vraiment grandes. J'espère que notre amitié le saura, si elle doit se fonder un jour, et j'espère que vous me ferez l'honneur de la tenir autant que moi, à l'abri des coups de pied d'un de ces ânes qui, par désœuvrement, par maladresse, par méchanceté, écrasent
ce qui semblait fait pour durer. C'est malheureusement sur ce moule que sont faits la plupart des gens du monde. La duchesse de Guermantes semble très intelligente. Nous parlions tout à l'heure d'une guerre possible, il paraît qu'elle a là-dessus des lumières spéciales. Elle n'en a aucune, me répondit sèchement monsieur de Charlus. Les femmes, et beaucoup d'hommes d'ailleurs, n'entendent rien aux choses dont je voulais parler. Ma belle-sœur est une femme charmante qui s'imagine être encore au temps des romans de Balzac où les femmes influaient sur la politique. Sa fréquentation ne pourrait actuellement exercer sur vous qu'une action fâcheuse, comme d'ailleurs toute fréquentation mondaine. Et c'est justement une des premières choses que j'allais vous dire quand ce sot m'a interrompu. Le premier sacrifice qu'il faut me faire, j'en exigerai autant que je vous ferai de dons, c'est de ne pas aller dans le monde. J'ai souffert tantôt de vous voir à cette réunion ridicule. Vous me direz que j'y étais bien, mais pour moi, ça n'est pas une réunion mondaine, c'est une visite de famille. Plus tard, quand vous serez un homme arrivé, si cela vous amuse de descendre un moment dans le monde, ce sera peut-être sans inconvénient. Alors je n'ai pas besoin de vous dire de quelle utilité je pourrais vous être. Le sésame de l'hôtel Guermantes et de tous ceux qui valent la peine que la porte s'ouvre grande devant vous, c'est moi qui le détiens. Je serai juge et entends rester maître de l'heure.